le meilleur moyen d'investir, c'est sur soi. Et on m'a dit une phrase un jour, c'est prends ce qu'il y a dans tes poches, mets-le dans ta tête et ta tête remplira tes poches. Et la meilleure belle phrase. C'est Nice. puissant. la meilleure manière. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis Yanis et je suis ravi de vous accueillir donc, dans ce deuxième épisode du podcast de Schooléo, la réussite que tu mérites. Bonjour chers invités, comment ça va? Hello. Bonjour. Ça Vous va allez bien? Ça va très bien. Top. Très bien. Top, aujourd'hui on se réunit pour parler donc de l'entrepreneuriat, du lancement d'entreprise et surtout de comment ces éléments peuvent permettre de briser les barrières sociales, économiques, donc ce qu'on peut appeler le plafond de verre. Et tout ça indépendamment de l'éducation, de là d'où on vient, de nos valeurs traditionnelles. Pour discuter donc autour de ce sujet aujourd'hui, on a autour de la table des entrepreneurs issus de milieux variés et aussi des gens avec plein de questions, comme Foulimata je crois, qui sont là donc pour partager leur histoire, pour vous inspirer on l'espère. Donc je les présente tout de suite. Notre premier invité c'est Sharon Manicon, bienvenue. Merci beaucoup. Tu étais déjà dans le premier épisode mais je te laisse te présenter encore une fois. Oui, alors donc Sharon Manicon, je suis responsable des partenariats et de la labellisation à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France et je travaille avec beaucoup de publics d'entrepreneurs. Moi-même, ayant été entrepreneur, je suis intervenante auprès de l'association Les Déterminés, notamment, et aussi auprès d'étudiants dans le cadre de leurs études à l'université. Ok, wow. Beau parcours d'accompagnement, donc j'ai hâte que tu nous partages tes tips. Merci Avec Sharon. Notre deuxième invité donc c'est Ayoub Benadja, merci d'être là. Salut, Merci ça à va toi, bien? Merci pour l'invitation. Avec plaisir, je te laisse te présenter du coup également pour nos auditeurs. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Ayoub Benadja, 23 ans. Donc je suis étudiant actuellement en master marketing digital et data. Je viens d'un cursus un peu alambiqué, on va dire, parce que de départ, je viens d'une classe STI 2D. Et ensuite, je suis parti sur une classe préparatoire aux grandes écoles. Et suite à ça, en fait, j'ai migré totalement. Je me suis dit que je pouvais changer, que je pouvais apporter quelque chose de nouveau dans ma carrière. Et donc, je me suis dit j'allais partir sur quelque chose de totalement différent de l'ingénierat. Et c'est pour ça que, en fait, finalement, je me suis retrouvé dans ces études-là en master marketing digital. Et ensuite, il s'est passé beaucoup de choses. Ok, hâte que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours alambiqué. Notre troisième invité c'est Foulimata, bienvenue Foulimata, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Je te laisse dire quelques mots de présentation. Merci. Foulimata, 18 ans. Je suis rentrée chez Schooléo en tant que négociatrice technico-commerciale, donc en alternance. Donc j'occupe le poste de commercial. Et donc depuis 3 ans maintenant, en même temps de mes études, je suis équipière en restauration. Ok, merci beaucoup Foulimata. Merci. Notre dernier invité donc c'est Mehdi Matoug, il déteste ce terme donc c'est comme ça que je vais le présenter juste pour le taquiner, c'est un serial Incroyable. entrepreneur. C'est incroyable. Mais je te laisse dire quelques mots Mehdi, bienvenue. Alors Mehdi, enchanté tout le monde. Je suis fondateur de Schooléo, une école qui a pour but de donner la chance à toutes les personnes qui l'intègrent, avec comme prérequis la seule chose, c'est l'état d'esprit. Et je suis entrepreneur depuis 15 ans. Ok, hâte de découvrir ton parcours, tu vas nous en dire un peu plus, j'espère. Pour me présenter en 2 mots, donc je m'appelle Yannis Joubert, donc je serai l'animateur de ce podcast, je suis ravi d'être là. Moi, je suis intervenant et formateur en marketing digital, je suis aussi podcasteur, j'ai une petite émission historique que j'anime, et je suis fondateur à la base d'une agence digitale. Je connais un peu l'entrepreneuriat, donc via mon activité pro de base, le lancement de mon agence. Je me suis lancé jeune, je sais que c'est pas toujours évident, donc automatiquement, Foulimata, je vais me tourner un peu vers toi. Comme je sais que tu veux te lancer, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu veux te lancer et puis éventuellement nous partager quels sont les freins, quelles sont les pensées limitantes, ce terme qu'on utilise beaucoup, que tu peux avoir avant de te lancer? Alors tout d'abord, avant de parler de Schooléo, car ça a été ma motivation pour l'entrepreneuriat, mes pensées pourquoi je voudrais entreprendre, c'était plutôt contribuer au développement de mon pays d'origine. Donc voilà, pour moi, c'était très important de créer mon entreprise au Mali, donc c'est mon pays d'origine. Et surtout, dans n'importe quel business, voilà, j'avais pas encore l'idée, mais je voulais juste avoir mon entreprise à moi et dans mon pays d'origine. Et ensuite, en entrant chez Schooléo, donc j'ai pu créer un petit peu mon réseau. Donc mon réseau, parce que j'avais pas vraiment d'entrepreneurs. J'avais pas vraiment de personnes qui voulaient se lancer auprès de moi. Et du coup, c'est en entrant à Schooléo, avoir des amis un peu, on a mélangé un peu nos projets. Et j'ai vu en fait qu'il y avait des personnes comme moi, tout simplement, qui voulaient entreprendre, qui n'avaient pas peur de la fatigue, des défis. Okay. Et du coup, ça m'a très plu et j'ai pu un peu créer mon réseau en même temps, mes amis d'enfance et mon réseau à l'école.
Ok, donc ça t'a motivé Ça de m'a t'entourer de boosté ce encore genre de plus, ouais. personnes. Mm. Et est-ce que, donc en discutant avec ce genre de personnes, il y a des pensées limitantes ou des freins peut-être au fait de Ça. se lancer qui sont apparus, que tu voudrais nous partager? Oui, bien sûr. Alors, j'en avais énormément avant de rentrer dans ce réseau-là. C'était aussi le confort dans le CDI que j'avais. Ok. Donc, tout simplement, en ayant 2 ans en tant qu'équipière polyvalente, j'avais un CDI du coup. Et je me suis dit, non, je vais faire ça toute ma vie, on va dire. Avoir un salaire à la fin du mois, avoir des horaires fixes. Et surtout, voilà, devoir un peu suivre les règles de l'employeur, etc. Et je me suis dit, mais c'est la voie que mes parents voient pour moi. Mais moi, qu'est-ce que je veux pour moi-même? Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais je vais créer mes choses de mon côté. Et j'avais la peur donc, de l'entrepreneuriat, donc la peur de l'inconnu. Et la peur aussi de l'inconfort, de l'insécurité, de me dire, si je me lance et que ça échoue, qu'est-ce que je vais devenir en fait? Et est-ce que je vais pouvoir rebondir? Et voilà, tout simplement. Ok. Avec vos 3 expériences, est-ce que vous partagez, ou en tout cas vous aviez dans le passé partagé ce genre de pensée au moment de vous lancer, peut-être? Je vais justement rebondir sur ce qu'elle disait, quand justement elle dit qu'elle venait pas forcément d'un écosystème entrepreneurial. C'est vrai que bah, moi aussi, j'étais un peu dans la même base, on va dire. Et le fait d'aller chercher en fait le premier entrepreneur qui se rapproche dans notre réseau, c'est déjà essayer d'aller faire un pas pour changer un peu notre destinée, si je puis dire. Et franchement, c'est quelque chose enfin, qui a le mérite euh, de faire, enfin, on va dire, d'aller chercher sa réussite. Et je sais qu'également, moi, j'ai dû trouver d'abord mon premier entrepreneur du coin, puisque moi, mon père, c'était un ingénieur. Mon grand-père, c'était pas une personne dans l'entrepreneuriat, c'était encore un enseignant, on va dire. Donc, se dire que voilà, moi, j'ai envie d'aller dans l'entrepreneuriat, vendre des services, faire quelque chose de tout nouveau, c'était quelque chose de totalement, voilà, c'était un gap à aller passer. Et, Ouais, et je sais pas, par exemple. c'est vrai que quand souvent l'erreur qu'on fait au début, c'est d'aller voir un boulanger pour lui demander comment on fait de la viande. Mhm. C'est pas c'est un réflexe parce que le boulanger en général, c'est notre papa, notre cousin, notre oncle, Ouais. qui a énormément de leadership et de crédit à nos yeux. Mais on peut pas demander à quelqu'un qui gagne, je sais pas, 1200 euros par mois, comment on fait pour gagner 40 000 euros par mois, parce que sinon, il l'aurait fait lui-même. Du coup, on va pas forcément tout de suite vers les bonnes personnes. Et je pense qu'il faut, si on veut savoir comment faire de la viande, aller voir un boucher. Mais alors c'est ça un peu notre simplement. sujet du jour, c'est quand on n'a pas de boucher et qu'on veut faire de la viande dans son entourage, comment on fait quand on vient d'un milieu où on n'a pas dans notre entourage un panel aussi large que peuvent avoir d'autres milieux? Comment on fait pour aller chercher les gens d'un autre milieu, ou en tout cas qui ressemblent à ce qu'on veut faire? Bouger. Je pense que le mot d'ordre, c'est bouger, sortir des clous, aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, parce qu'on dit souvent que c'est de la folie de penser qu'on peut savoir un résultat différent en faisant tous les jours la même chose. C'est vraiment vrai. D'ailleurs, moi, j'ai des jeunes des fois qui viennent me voir, ils sont dans un quartier, je dis la prison elle est dans ta tête, elle est pas c'est dans ta tête. Tu veux bouger, va dans le 17e et marche. Change d'environnement. Et tu trouveras des gens qui font ce que tu as peut-être envie de faire, qui sont différents de toi et qui vont t'enrichir. Du coup, t'aimes pas lire, va rencontrer des gens, c'est des livres ouverts. Et ils vont par leur expérience te raconter leur histoire et ça va être peut-être plus efficace parce que tu peux poser des questions. C'est vrai, et maintenant il y a plus de moyens, j'ai envie de dire. Je me rappelle, moi, quand j'étais dans cette situation-là où je me disais, vas-y, j'ai envie de faire de l'argent maintenant, mais comment je le fais? Et je me rappelle parce qu'en fait, si je peux raconter cette anecdote, en fait, je passais pas mal de temps à jouer à Fortnite. Je pense que tout le monde connaissait ce moment-là où le jeu a explosé, tout le monde jouait. Sauf moi. Et Merci. et il y avait. C'est un Merci. Donc, entrepreneur de on, est talent. sur deux, on est sur 2-0, mais c'est pas grave. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais justement, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait quelque chose que Fortnite avait introduit dans les jeux vidéo. C'était le système le système monétaire. C'était Monétisation. exactement la monétisation, le fait de pouvoir en fait gagner de l'argent avec le jeu. Et je donne un ordre d'idée, mais si on atteignait les meilleurs, enfin l'entrée de gamme, ça allait être de gagner 400 euros par cash cup, ça s'appelait comme ça. Et je me suis entraîné pendant, je sais pas, on va dire des heures et des heures jusqu'à essayer d'atteindre un bon niveau. Je voyais des gens autour de moi qui gagnaient de l'argent comme ça. Je me disais, mais le temps que je passe à gagner de l'argent dans ça, c'est... Enfin, il y a peut-être un autre moyen de gagner de l'argent. Et comment je vais aller gagner cet argent-là? Et c'est là où je me suis dit, premier réflexe, quand on cherche quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur YouTube.
Donc je regarde sur YouTube comment gagner de l'argent. Et je tombe sur des vidéos. Oula, nous dis pas tout. Je vais pas vous dire, mais je tombe sur des vidéos justement de personnes qui sont dans ça, qui ont leur business, qui montrent comment justement ils ont réussi à faire leur business. Et c'est là le premier contact qu'on peut faire avec un entrepreneur. Parce que certes, c'est pas un entrepreneur de notre entourage, mais il permet en fait justement de se connecter à lui par le biais de ses vidéos, de voir un petit peu son mindset, de rentrer dans son état d'esprit. C'est un peu comme à la salle de sport. Tu veux être costaud, c'est pas en allant voir le plus maigrichon de la salle que... Et qu'est-ce qui fait qu'on va pas voir le plus musclé? C'est là la question. Qu'est-ce qui fait qu'à la salle de sport, le gars le plus musclé, tu le connais pas, tu as envie d'être comme lui et tu vas pas le voir? C'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu peux passer le cap? Donc il y a des vidéos YouTube où tu vois ce gars musclé que tu n'arrives pas à voir dans la salle mais qui a fait une vidéo et qui t'explique comment il a fait. Tu as plein d'autres moyens d'atteindre ces personnes-là. Ouais, comme par exemple. Bah là, toi, tu as un parcours de serial entrepreneur, comme il dit. C'est incroyable. Il y a une étiquette, c'est vrai l'épisode. Si Ayoub s'y met aussi, j'ai réussi moi. Mais c'est une réalité. Et le fait de partager, par exemple, ton expérience ici, ça va ouvrir des portes sûrement à beaucoup de jeunes qui vont regarder ces vidéos-là. Et ça va leur ouvrir leur état d'esprit déjà dans un premier temps. Parce que c'est ça, en fait. C'est que là, à ce moment-là, il y a vraiment on va dire, il y a une croyance qui va se débloquer. Il y a vraiment une pensée limitante qui va se débloquer et qui va te dire, cette personne, elle l'a fait. Elle a potentiellement eu le même parcours que moi. Elle est partie de rien, comme moi. Et au final, elle a atteint ce stade-là. Donc, c'est réalisable. Et moi, je pars toujours du principe où je me dis, voilà, t'as 2 mains, t'as 2 jambes. Tu peux aller faire l'effort toi-même. Essaye. Essaye et trompe-toi. Essaye. Parce qu'avant tout, c'est vraiment serial échoueur. C'est exactement vraiment ça. Et même limite, on a envie d'échouer. Il faut échouer vite. Il faut tomber vite parce que c'est ce qui va te construire en réalité. Ah, c'est une réalité, ouais. Plus tu échoues, celui qui réussit, c'est celui qui a échoué plus de fois que toi et qui s'est relevé une fois de plus que toi. Donc c'est vraiment aller vite, toucher. On m'a dit que c'est un mur, attends, je vais le toucher. C'est un mur, c'est bon, je sais que c'est un mur. Maintenant, je sais que je vais rebondir, je vais aller ailleurs, là où il y a de la place. Et tu vas remplir le vide. L'humain n'aime pas le vide. Tu vas aller prendre la place qu'on te laisse prendre parce que tu auras décidé. Sinon, quelqu'un va la prendre à ta place. Sharon, pour avoir fait l'épisode précédent avec toi, je sais un peu que tu véhicules vraiment une image aussi d'aller rencontrer les gens en physique. Là, on a parlé donc du premier contact avec l'entrepreneur modèle. Donc, notre analogie que j'ai bien aimée du boulanger-boucher, notre premier boucher qu'on peut rencontrer, c'est en ligne. Est-ce que toi, tu partages ça? Est-ce qu'il y a aussi, tu as peut-être des conseils, des tips à donner pour aller les rencontrer, ces bouchers, non pas en ligne, mais en face? Ah oui, complètement. Enfin, déjà, c'est vrai que les croyances limitantes ou les actions qu'on va pas oser faire, quand on est caché derrière un écran, c'est peut-être déjà plus facile. Donc c'est vrai que ça débloque. Tu peux contacter des gens, tu discutes un petit peu, etc. Déjà, ça débloque. Mais effectivement, quand tu te rends à des événements, quand tu te rends dans une boulangerie pour demander comment on fait pour ouvrir une boulangerie, et que tu te dis, en fait, moi, j'y vais de manière très innocente. Je cherche pas à te concurrencer, j'ai pas une idée, je crains pas qu'on me vole mon idée. J'y vais, je parle. Et en fait, je pense que vraiment, ça réside dans la discussion. Oser parler, oser juste se dire, ouais, en fait, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est quoi? En réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est nécessairement, je crée une boîte? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est... Enfin, je pose des questions, en vrai, j'ai envie de vous dire une réponse. Mais dis-la, et après, on partagera peut-être. Je vais la dire. Personnellement, mon point de vue, sans vouloir faire le cliché du mindset, etc., mais je pense que déjà, tu entreprends ta vie. T'entreprends un truc qui est hyper compliqué en vrai. Parce que t'as plein d'envies, t'as plein d'idées, mais il faut faire de l'argent à un moment donné. C'est vrai. Et avant même de faire de l'argent, est-ce que toi t'es carré dans la manière dont tu mènes les choses dans ta vie? Tu vois, et je pense que ça part de là. Si t'es carré, tu vas dupliquer ce mode de fonctionnement aussi dans ton entrepreneuriat. En tout cas, en termes de probabilité, il y a plus de chances. Ouais, parce que tout le monde, sans entreprendre, tout le monde peut entreprendre, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a une forme de discipline incroyable à avoir qui fait partie peut-être soit des prédispositions dont on dispose, soit de quelque chose qu'on va aller chercher par la formation, ou par la vie en général, par l'école, par l'alternance, par plein de parcours qui nous donnent cette discipline qui, si elle n'est pas là, vaut mieux laisser tomber. Il y a aussi c'est un petit peu un sujet qui fâche, mais il y a aussi beaucoup d'ego. Tu crois que tu te lances dans l'entrepreneuriat, et puis il y a cette promotion de l'entrepreneuriat easy, vraiment genre accessible, facile. On parlait de LinkedIn, ouais, aujourd'hui j'ai vendu pour 100 000 euros de formation. Et encore, LinkedIn, je suis d'accord. LinkedIn, ok, mais les vidéos, là, les reels qu'on voit sur Insta, il n'y a que ça. Tu vois, motivation, voilà, sport. Et surtout on te dit, ouais, quand tu fais ça, tu fais A plus B plus C, tu vas voir, tu vas gagner de l'argent. Mais je pense que ça suffit pas.
Ouais. Surtout Sur que le le long gars qui terme, te vend ça sa tient pas. vidéo, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Et Ouais, lui, il il a est gagné ses thunes en tout cas. Non, mais lui, avant, il avait rien fait. Avec du vent, Voilà. il t'a fait un bouquin en lisant plein de bouquins, en faisant une synthèse, il t'a vendu le livre, vas-y, je suis devenu millionnaire en moins d'1 an. Et ça suffit pas. Je pense qu'il faut aussi avoir la conscience que l'entrepreneuriat, c'est pas Ça. et c'est pas simple. Et Et quand c'est même ça- très dur. C'est ça. Et quand on s'en rend compte, on rentre dans une frustration qui fait qu'on se dit, mais pourquoi moi j'ai pas réussi, lui il a réussi. Donc, c'est vrai que tout le monde ne veut pas y arriver, mais on peut se donner les moyens finalement Bien sûr. et ne pas voir le regard des autres aussi, les conseils de tout le monde. Parce que comme vous l'avez dit, on peut rencontrer des entrepreneurs et tout, et aller dans les événements, mais on a une peur aussi, j'ai envie de rester seule pour avoir mon mindset tout seul et avoir mon propre chemin, Ah, pour c'est pas sûr. copier l'autre. Donc, voilà. Après, on s'inspire des autres, j'ai envie de dire. C'est pas forcément du copiage, c'est surtout tu t'inspires, tu te dis voilà ce que font les autres qui fonctionne, bah, je peux aussi le faire moi. Et puis je peux le faire différemment. C'est comme quand on donne des conseils. Tout à l'heure, on donnait plein de conseils. En fait, les conseils, tu les donnes par ton expérience. Et puis les gens, ils en prennent et ils en laissent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Tu vois Ouais. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. Tu crois que tu dois appliquer une méthode. Non, l'entrepreneuriat, c'est vraiment test and learn. Tu te casses la figure, Ok. tu recommences différemment. C'est vraiment ça. Enfin, c'est Ok. de la pâte à modeler. Mm. Tu fais et puis tu recommences. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des règles, mais en fait, pas du tout. Il y en a quand même. Il y en a quand même, tu vois. Il y en a quand même. enfin, Les impôts, faut les payer. Voilà, exactement. Les 3 règles, quand même. Il y a quelques règles pas très cool, mais. C'est filmé. C'est filmé, donc oui, il y en a. On dira après quand. Mais... Ok, Non, ok, mais ok. on parlait donc, tu parlais des prédispositions, Mehdi, mais en fait, ça rejoint tout ce qu'on dit. Tant qu'on ne s'est pas cassé la gueule et qu'on n'est pas rentré dans le mur, ces prédispositions, on ne sait pas si on les a. Exactement. Faut Et essayer. après, si on rentre dans le mur, on se rend compte qu'on les a. Après, en fait, c'est comme ça que à mon point de vue, parce que moi aussi, je me suis cassé la gueule plein de fois et je me suis lancé jeune. J'aurais aimé me lancer peut-être un peu moins jeune et je me dis que je serais allé plus vite. Mais en réalité, tu affines et tu te rends compte en te cassant la gueule. C'est tout. Tu apprends. Tu apprends. Et plus tu es entouré, mieux c'est. Peut-être que Mehdi, tu peux nous partager par rapport à ton parcours qui, je sais, très large. Alors, je faisais la blague du serial entrepreneur, mais c'est quand même vrai, qui est assez large. Est-ce que tu as une ou deux idées que tu as vraiment conscience que tu as mis du temps à les apprendre et en tout cas, c'est le fait de tomber ou après, tu l'as pas reproduit sur l'entrepreneuriat d'après? Oui, bah, bien sûr, me tromper. J'ai déjà échoué totalement, mais vraiment, surtout ma première structure, échec total, mais j'ai jamais autant appris que cette fois-ci, parce que j'avais pas écouté, j'avais voulu faire moi-même, mais ça, tu dis trop jeune, mais tu aurais peut-être pas appris aussi vite, aussi tôt. Et l'échec versus l'apprentissage, moi je suis convaincu qu'on est toujours gagnant à partir du moment où on a cette idée de bouger, d'être en mouvement et de recommencer. Le conseil, moi que j'aurais, ou ce qui m'est arrivé qui peut servir, c'est le meilleur moyen d'investir, c'est sur soi. Et on m'a dit une phrase un jour, c'est prends ce qu'il y a dans tes poches, mets-le dans ta tête et ta tête remplira tes poches. Et la meilleure C'est puissant. la meilleure manière de faire ça, parce que c'est une phrase, mais dans l'application concret dans le terrain, c'est de dire écoute, je connais quelqu'un, c'est quelqu'un de la famille qui a une grosse réussite, il a une société dans ça. Écoute, je vais aller le voir. Je vais lui dire écoute, je reste à côté de toi pendant 2 semaines. Je te paye. C'est moi qui te paye. T'es un stagiaire Pour et je te paye juste pour savoir ce que tu fais dans ton quotidien. Et c'est des choses que j'ai vécues dans les deux sens. Ça veut dire que je les ai vécues, moi, je l'ai fait, et il y a des jeunes qui sont venus me voir qui m'ont fait. Et j'ai vu que ces jeunes, c'était pas des gens comme les autres. Et ces jeunes-là, c'est des gens qui aujourd'hui ont une ONG, 3 sociétés, qui ont une grosse réussite. Parce que dans le mindset, c'était déjà différent. Ils avaient compris qu'il fallait investir sur eux. Et pour investir sur eux, il n'y avait pas meilleur moyen que le temps des autres. Et ça fait de toi pas seulement un entrepreneur à succès, mais c'est aussi, tu deviens une personne successful, tu deviens un salarié avec du succès. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas uniquement... Le mindset, ouais. Voilà, c'est vraiment cette notion d'état d'esprit qui est d'abord importante. Et j'aime bien aussi rappeler que l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on entend souvent, c'est pas fait pour tout le monde. C'est aussi une question de timing. Des fois, t'as pas la maturité. Des fois, au contraire, peut-être que dans ta vie, les éléments sont pas les bons pour que tu puisses te consacrer, parce que l'entrepreneuriat, comme on a dit, c'est quelque chose de difficile. C'est des heures et des heures, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'est propice dans ta vie? Et c'est des questions à se poser. Tu vois, et souvent, on le néglige.
après on entend les histoires de burn-out, l'histoire de j'ai pas assumé justement de pas avoir réussi, etc. Et de pas mettre forcément en opposition l'entrepreneuriat et le salariat. Non, Faut pas oublier que quand on est entrepreneur, on devient Salarié de sa boîte. alors c'est pas ce que je vais dire, mais tu vas potentiellement salarier des gens. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc c'est aussi comment est-ce que tu vas traiter ces gens-là. C'est Toi, ça. en tant que salarié, tu n'étais pas satisfait, mais comment tu vas réussir à les satisfaire. Donc il y a C'est ça. cette notion-là, faut pas l'oublier, ce truc-là, c'est hyper important. Et des fois, c'est même pas mieux. Hein. Il y en a, c'est pour ça qu'on dit que des fois, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément, je rejoins ce que tu disais, hein, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Comme on a dit, il y a le côté entrepreneur, mais ce que j'ai appris quand j'étais aux États-Unis, c'est qu'aussi, il y a le côté intrapreneur. Ah oui. Et c'est pour ça qu'en fait, faut pas trop dissocier et se dire, voilà, moi, je vais arrêter mes études, j'arrête tout, je fais que l'entrepreneuriat et se leurrer dans une. Parce qu'en fait, on va se créer une croyance limitante. Le fait de même se dire qu'on va potentiellement réussir que dans l'entrepreneuriat avec les écoles, l'école c'est pas fait pour, que c'est juste à la réussite, aller regarder les vidéos comme on a dit, où on a l'impression qu'on va gagner de l'argent en faisant 2-3 vidéos, c'est pas comme ça la vraie vie, il faut vraiment aller se confronter. Et je rejoins rapidement ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'aller se mettre à côté de quelqu'un qui a justement ce parcours-là. Bah moi c'est ce que j'ai fait indirectement. Bon après je l'ai pas payé parce que j'étais vraiment petit quand je faisais ça, mais c'est de là où ça a commencé. Tu l'as payé avec ta Mais exactement, parce qu'en fait, c'était dans l'associatif. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je vais t'aider, je vais être là, j'ai envie de rester avec toi. Mais je lui ai pas dit, juste, je restais tout le temps avec lui dans le cadre de l'associatif, mais lui, il avait son entreprise à côté. Et je l'ai aidé comme ça, donc j'ai lancé ce projet-là. Et en fait, au fur et à mesure que je passe du temps avec lui, et ben, je regarde ses traits de caractère, je regarde son comportement, je regarde sa façon de parler, je regarde ses soft skills, toutes ces choses-là, je les analyse et je me dis, ça, c'est la différence entre ce que je veux être et ce que j'étais avant. Et si je veux être comme ça, il faut que je fasse ces choses-là et que je copie. Du mimétisme, mais c'est comme ça que l'humain il apprend. C'est du mimétisme. Chaque personne que tu rencontres, c'est un chorégraphe dans ta vie qui peut t'aider à danser comme tu veux, tu aimerais. Et c'est pour ça que plus on va faire des danseurs. C'est ça. Que des punchlines de l'autre côté de la table. Mais ça me parle parce que ça image. En fait, t'es la moyenne des gens qui t'entourent. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Mais justement, pour revenir sur ça, l'entourage aussi, le cadre familial fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous aurez un conseil pour donner à une personne qui a été formatée, on va dire, pour continuer les études et ne pas quitter le salariat, justement? Est-ce que vous aurez... parce que on nous vend l'entrepreneuriat. Bien sûr. Sur les réseaux sociaux et en tout cas à mon âge, on nous vend de ne pas continuer les études, d'avoir un petit peu d'études quand même et pouvoir se relancer dans l'entrepreneuriat. C'est un terme de réussite, dans ma génération en tout cas. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à ce genre de personnes? Moi, je pense qu'il faut déjà remettre un peu de contexte, c'est-à-dire que culturellement, Oui. Il y a beaucoup de familles qui sont arrivées en France. C'est ça. Et en arrivant en France, ce qu'on voulait, c'était de sécuriser. Donc, je vais parler de mon anecdote à moi. Hein. J'ai un père qui nous a poussé à faire des études. Oui, bien sûr. Lapsus. Poussé avec 2-3 coups. On est filmé, qu'est-ce que tu racontes? Pardon. Donc, il nous a beaucoup poussé à faire des études. Et quand j'ai parlé d'entrepreneuriat, en fait, on me disait, mais t'es malade ou quoi? C'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, je fais pas des études pour aller entreprendre. Ou encore, tu vois, cette notion pour eux d'être chez un seul employeur et tu y restes toute ta vie. Mon père, il a fait carrière pendant toute sa carrière en France, c'était chez un seul employeur. Donc, le fait de changer de poste, etc., pour eux, c'est quelque chose... Mal vu. C'est très mal vu. Ouais. Moi, on me prend pour une folle jusqu'à aujourd'hui. Hein. Pourtant, je suis salarié à la chambre de commerce, Ouais. mais toutes les activités que je fais à côté font on me dit non, mais t'es complètement timbré en fait. Mais c'est pas grave. Le truc pour moi, le conseil, si je peux me permettre de te donner, c'est d'accepter ce truc-là. C'est-à-dire que effectivement, on pourra pas être compris de tout le monde, de tout notre entourage, et de pas leur en vouloir en fait. Et crois-moi que quand il y a le succès, après tout le monde est là et fait la fête ensemble, tu vois. C'est pas un problème, mais c'est vrai que la notion de l'entourage, et c'est pas grave si ta famille ne te soutient pas au début, et c'est pas grave si ta famille te critique parce que il voudrait que... Il faut pas oublier que peut-être que l'intention de départ, c'est juste pour ton bien. Bien sûr. Et c'est pas grave si tu fais autre chose, mais tu vas trouver... Regarde, ne serait-ce que là, on est plein d'entrepreneurs, on va te... T'inquiète, on va te cheer up. Alors voilà, j'ai aussi une question qui pourra peut-être t'aider, c'est... Oui. Est-ce que vous pensez, et puis Foulemata, en fait, tu peux aussi répondre complètement, est-ce que vous pensez que quand on vient d'un milieu qui est moins favorisé, il y a des pensées limitantes qui sont liées à ce milieu plus que dans d'autres milieux? Et si oui, lesquelles peut-être, parce que ça permettra aux auditeurs, aux auditrices peut-être de se reconnaître là-dedans, et après on pourra répondre en donnant peut-être des conseils.
Moi, je me rappelle juste d'une chose, vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'étais dans mon école privée, donc c'était une école privée catholique. Et donc voilà, vous imaginez un petit peu les gens qu'il y avait dans ma classe. À un moment, la prof, elle demande enfin, vraiment, la question, c'était parmi vous, qui a des parents PDG? Et vraiment, la quasi-totalité de la classe lève la main. Et c'est pour ça qu'en fait, on se dit, il y a forcément des gens qui naissent avec une culture déjà un peu différente, qui ont déjà cette vision-là d'aller ambitionner des grandes écoles, d'aller chercher par exemple les plus grands postes dans les plus grandes entreprises, ou bien tout simplement d'aller faire des grandes boîtes à succès en passant par des cursus dans des écoles de commerce. Donc c'est vrai que déjà, ça conditionne. On n'a pas tous forcément les mêmes parents, ces mêmes choses-là, mais ça nous donne aussi une certaine motivation. Parce qu'en fait, On a comme le d'autres fait choses. qu'on n'est rien, enfin qu'on n'a pas grand-chose et on doit aller chercher et puiser dans notre créativité pour aller trouver des choses nouvelles. Quand on n'a rien, on est là, on s'amuse, on va trouver un jeu incroyable juste avec 3 bâtons. Et ça, c'est vrai, on regarde dans les quartiers, dans les choses comme ça, ils s'amusent avec rien des fois, et pourtant, ça stimule un peu la créativité et ça leur permet d'aller chercher des choses nouvelles. Donc, c'est une force et une faiblesse. à la Sharon, fois. tu veux rebondir là-dessus? Ouais, déjà je vais dire une chose, c'est vrai que l'histoire, tu te la racontes comme tu veux en fait. Donc tu peux te dire, ouais, mes parents, ils sont pas PDG, donc je pars d'un point, tu vois, Limitant. limitant, ou tu peux te dire, encore une fois, je parle par rapport à mon expérience et beaucoup de gens qui m'entourent sont comme ça, ben, en fait, mes parents, c'est des entrepreneurs de ouf. Ils sont Exactement. partis de leur bled, Ouais. t'imagines, ils ont traversé des continents pour venir s'installer dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas. Il n'y a pas plus d'entrepreneur Il dans n'y a la pas plus mentalité que d'entrepreneurs, ça. Ouais. tu vois. Plus Déjà, quand tu insécure. vois les choses comme ça, et c'est vrai que ça m'a percuté très tard, cette vision, mais honnêtement, quand j'ai pensé comme ça, ah ouais, j'ai vu mes parents complètement différemment. J'avais beaucoup déjà d'estime et de considération pour eux, bien sûr, mais là encore plus. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, moi, je peux que tout déchirer. Il n'est pas question, en fait, de faire les choses autrement. Et même si je lève pas la main parce que mes parents sont pas PDG, c'est pas grave. Les miens, ils pourront lever leur main. Tu vois, et ça, ne serait-ce que ça, c'était hyper motivant. Pour ma part, je viens de banlieue, je viens d'Aubervilliers. C'est vrai que j'allais dans un lycée où c'était, à l'époque, considéré comme le pire lycée de France. Et c'était passé à la télé et tout, et je me souviens que mon père, il était vénère après moi parce que j'étais dans ce lycée. Enfin, c'était pas de ma faute. C'est c'était toi lui. qui m'y as mis, je crois, papa. Ouais, je crois. Et en fait, j'étais toujours contente de dire que je venais de ce lycée. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de fierté quand je revendique que je viens d'Aubervilliers, que je viens d'un quartier où, même dans ce quartier, dans cette école, et dans même toutes les écoles, même moi pour avoir enseigné en lycée, je vois que, en fait, la limite, c'est les autres. Pour moi, c'est une vision des choses. Pourquoi la limite, c'était les autres? Parce que, par exemple, on ne me parlait pas des possibilités. Là encore, il y a quelques années, j'ai enseigné à des lycéens, des BTS et des terminales. Il y en avait que 2 sur 35 qui savaient ce que c'était une école de commerce, ou encore qui avaient ambitionné d'aller faire des études à l'université. Parce que c'est pas forcément des choses qu'on connaît. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est important aussi de redonner du contexte. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand tu viens d'un quartier, honnêtement, tu es fier de le revendiquer. Et surtout, si toi, tu apportes cette image-là et que demain, les jeunes de ce quartier peuvent s'identifier à toi et se dire, ouais, c'est vrai que Sharon, elle vient aussi de ce quartier-là et elle a poursuivi son chemin. Et c'est cool, tu vois. Il y a plein de belles choses qui se sont passées. Et même si on vient d'un quartier. Ouais. C'est génial parce que tous les deux, les exemples que vous avez donnés, donc j'ai plutôt l'impression que la pensée limitante vient de ce qu'il y a autour de vous et que c'est, donc pour ta part, Ayoub, c'est ce que ça a procuré chez toi de te rendre compte de ça. Tu t'es dit, moi aussi j'ai la dalle et je vais y aller. Et Sharon, du coup, ce que tu dis, c'est que tu changes ta vision des choses. Donc, quand tu parles de tes parents notamment, je peux voir en mode, waouh, je suis une fille d'immigrés en France, bon, je me fais toute petite où j'ai pas ma place, où ça va être difficile, où tu les vois, où tu le vois en mode. Voilà, mes parents, c'est des putains d'entrepreneurs énormes. Et en fait, cette place, je vais la prendre. C'est des aventuriers. C'est des aventuriers. Il y a pas. Donc j'aime bien le côté pensée limitante et c'est la vision des choses qui répond. Est-ce que Mehdi, tu as une pensée limitante à laquelle tu penses et à laquelle tu aimerais aussi répondre? Bah écoute, non, je reviens sur ce que Sharon a dit, c'est que tout est dans la manière de voir cette limite. Cette limite peut être quelque chose sur lequel tu t'appuies pour en faire une force. Et tu parles des quartiers, nous on vient
d'un quartier où on a vécu des choses qui n'étaient pas normales, hein, faut le dire, j'ai plus peur de le dire, hein, des décès, des meurtres, des gens accidents de moto dans tes yeux parce qu'il a pas de casque et il fait de la motocross, des trucs qu'on banalise des fois quand on vient d'un quartier, mais c'est pas normal. Et tu as 2 catégories de personnes, soit tu t'en sers comme excuse pour être la moitié d'un homme, soit tu t'en sers comme force pour être 2 fois plus fort, pour faire ce que les autres auraient voulu faire s'ils étaient encore sur vivants, quoi. Et du coup, tout est que lecture, en fait. Si tu changes ton point de vue, tu peux arracher toutes les portes, défoncer toutes les portes, parce que cette pensée qui peut être limitante devient un moteur, une source de motivation. Et qu'est-ce qui de l'extérieur pourrait vous aider, en tout cas de votre vision, à changer ce point de vue? Quel facteur extérieur ou quel facteur on peut aller chercher aussi de nous-mêmes pour changer ce point de vue? Est-ce que c'est la rencontre avec les autres? Est-ce que c'est la rencontre avec notre boucher quand on a enfin trouvé notre entrepreneur à succès? Qu'est-ce qui pourrait influer sur le fait de changer cette vision? Parce que parfois, seul, c'est difficile de la changer seul. Enfin, c'est vrai qu'on va se répéter un peu, mais quand je dis se mettre en réseau, c'est exprimer finalement, oser exprimer ce que tu ambitionnes de faire. Et même si ça va être différent, parce que c'est vrai que la plupart des gens, c'est quoi? Ton objectif, c'est d'avoir ton CDI. Il n'y a rien de sexy à avoir un CDI en fait. C'est vrai que ça sécurise, mais ça sécurise qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si sécurisant que ça, un CDI? Il peut prendre fin aussi ton CDI. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce qui est important, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment de visualiser ce que tu as envie de faire. Et quelle est la personne que tu as envie d'être? Tu vois, est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as envie d'être quelqu'un qui va faire quelque chose et le faire correctement? Et pour pouvoir faire quelque chose correctement, c'est vrai qu'il faut être dans un minimum de contexte qui est cool. Et surtout te dire, moi je me dis souvent un truc, je me dis, demain quand mes enfants vont parler de moi, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ou quand mes potes vont parler de moi, si quelqu'un doit me présenter, qu'est-ce qu'ils vont se dire? J'ai envie que l'image qu'on donne, elle soit positive. C'est ça. Mais surtout et avant tout, pour moi, j'ai envie de kiffer franchement le chemin. C'est pas seulement le résultat, c'est vraiment même le chemin. J'ai besoin que ce soit du kiff, quoi. Et après, pour aider à cette lecture là dont on parlait, c'est regarder ceux qui ont moins de chance, pour aider à relativiser et se rendre compte de la chance qu'on a. Moi, je parle de normalité, redéfinir un peu la normalité. Est-ce qu'avoir des parents en bonne santé, vivants, c'est normal? Non, c'est une chance. Est-ce qu'avoir être dans un pays où il n'y a pas la guerre, c'est normal? Non, c'est une chance. Et toutes ces choses-là permettent d'asseoir un petit peu une nouvelle normalité, une base qui te fait rendre... Enfin, tu te rends compte que tu as énormément d'outils, de moyens, de chances. Tu as la santé. Tu es jeune, c'est pas une excuse d'être jeune. Il y a des gens, j'ai une ONG et on est bénévole. Les gens viennent me dire, non, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Non, tu as la chance d'avoir des enfants, donc donne du temps parce qu'il y a des gens qui en ont pas et qui ont besoin de toi. Et ces heures que tu passes pas avec tes enfants, tu vas leur expliquer que tu n'es pas au PMU, tu es en train d'aider des autres et ça va les éduquer aussi. Ouais, c'est clair. Donc pas forcément uniquement regarder ce qu'il y a autour de nous qui nous paraît impossible avec tous les parents PDG, mais aussi regarder la chance qu'on a vis-à-vis d'autres qui ont moins. Donc ça permet de remettre en perspective. Ok. Ayoub, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu peux ressortir pour éventuellement donner des conseils pour réussir dans l'entrepreneuriat ou en tout cas pour se lancer? Parce que tu as dit que tu avais 23 ans. Je crois. Donc, il y a potentiellement pas mal d'auditeurs et auditrices qui peuvent s'identifier à toi. Donc, c'est vrai que si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, en tout cas, essayer d'en ressortir des conseils pour se lancer, pour ceux qui nous écoutent. Justement, je vais dire qu'il y a il y a 2 moments dans ma vie, avec ce qui s'est passé, hein, j'ai 23 ans actuellement, où vraiment ma croyance limitante, elle s'est brisée. La première, c'était en France, la deuxième, c'était aux États-Unis. Mais je vais commencer par la première. La première, je dirais, c'est quand justement j'ai côtoyé l'entrepreneur à ses côtés, je suis resté à ses côtés et j'ai décidé de me lancer. Et vraiment, j'avais commencé, je me suis dit, je vais lancer mon activité, je vais faire des flyers, puisque j'avais appris cette compétence-là, parce que j'aimais trop rester à côté de mon cousin. Et je regardais ce qu'il faisait, lui il était dans ses études, et j'ai appris comme ça en fait en autodidacte, parce que je regardais son écran, parce que j'avais rien d'autre à faire quand j'étais petit. Et j'ai appris le motion design de cette manière-là. Donc j'ai commencé à faire des flyers, apprendre, etc., monter en compétences. Et je me suis dit, je vais le faire pour des amis à moi, comme ça, gratuitement. Et ils m'ont dit, mais tu sais que tu peux le faire, tu peux faire payer ça. Et je me suis dit, et c'était le moment où je jouais à Fortnite. Et je me suis dit, ah ouais, je peux faire de l'argent autre que Fortnite. Ça peut être pas mal. Oui. Du coup, je me suis dit, je vais faire mes flyers. Et je commence comme ça. 50 € la première vidéo, 100 € les premiers flyers. Et je commence, mais j'étais étudiant encore en classe prépa, je rentrais. Donc je faisais ma classe prépa, en même temps je faisais mon activité. Et à un moment, on me dit, ouais, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo, mais là c'est pour un cabinet. J'ai dit, ah ouais, je vais la faire 200 €.
C'était mon plus grand prix. Il me dit, ah non, Syndrome de fais-là. l'imposteur au début. C'est exactement ça. Ouais. Et là, il me dit quoi? Il me dit, non, fais un peu plus cher. Et moi, je mets toute mon énergie dans la vidéo. Et je pensais même pas au prix. Je mets toute mon énergie dans la vidéo. Et ensuite, je dis, voilà, je vais demander quand même à mon cousin que je regardais ses vidéos. J'apprenais avec lui. Et je lui dis, à combien je pourrais faire cette vidéo? Il me dit, vas-y, fais-la. Ça, 1500, 2000. Je dis, quoi? 1500, 2000 pour une vidéo, ça m'a pris même pas 5 jours à faire. Il me dit, ouais, ouais. Et je fais un devis comme ça, je l'envoie. Il me dit, c'est OK. Et je reçois le virement. Et là, je me dis, non, c'est incroyable. Parce que là, en fait, moi, j'avais mon père qui me disait, voilà, c'est les études, faut faire ça. Et c'est comme ça que tu vas avoir ton salaire. Il ne faut pas aller chercher l'argent facile dans les petits boulots, des choses comme ça. Mais là, je me dis, là, ça peut être vraiment du travail. Si je fais ça et je démultiplie, je cherche des autres prospects. Donc là, vraiment, quand on reçoit cet argent-là pour la première fois et qu'on se rend compte que c'est concret et qu'on a réellement fait cette chose-là, et qu'on se dit qu'on n'a pas d'autres charges à payer, on se dit, ouais, non, là, c'est vraiment quelque chose. Donc ça, c'était la première fois. Donc après, j'ai continué un petit peu dans cette lancée-là. Mais je faisais ma prépa en même temps à côté, donc ça me prenait pas mal de temps. Et du coup, ensuite, je me suis redirigé. Et là, j'ai brisé un peu ma croyance de, voilà, il faut que je fasse des études d'ingénieur, parce que mon père était ingénieur. J'ai dit, je vais faire autre chose. J'ai envie d'être entrepreneur. La compétence dont j'aurais besoin, ça va être justement le marketing. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais faire... quitte à faire des études, autant faire mes études dans le marketing digital, ça va m'aider à lancer mes business ou à lancer tout ce que je veux faire. Et donc, j'ai changé de cursus. Et pendant ce cursus-là, il y a eu le programme Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est un programme d'excellence sur l'intelligence artificielle qui a plutôt bien terminé, puisqu'avec la délégation de Trapp, justement, on a gagné et on a eu une énorme médiatisation sur les réseaux. Le fait d'avoir Trapp qui va à la Silicon Valley, ça, c'était incroyable. Vous pour allez à eux. Silicon Valley? C'était justement prévu. Et en fait, c'était prévu d'y aller justement en mars. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec avec la médiatisation qu'il y a eu sur le post du Parisien sur LinkedIn, Ok. on a été repéré par le directeur exécutif du Fisher Center à Berkeley, UC Berkeley. C'est top 1 monde en école publique. Donc c'est vraiment la meilleure université publique mondiale, à l'échelle mondiale. Et on a le directeur exécutif du coup du Fisher Center qui nous dit, je vous invite, mais venez en décembre, pas en mars, venez en décembre. Incroyable. Donc nous, on se dit, comment ça décembre? On vient, on commence à faire nos valises rapides, Ouais. etc. Il me dit, vous êtes nominé pour le prix, le titre de jeune talent de l'année. Donc nous, on est là, on se dit, on y va, on va. Donc on est nominé, hein, donc on se dit, on va juste passer au summit et on va summit. Donc on était invité à un sommet de l'IA où justement ils vont remettre les titres, les différents titres. Et quand on va là-bas, visite diplomatique. Ça veut dire qu'on a vraiment d'abord la visite à l'université de Stanford, ensuite on va faire l'université de Berkeley, ensuite on est invité par le consul général de France à San Francisco, on est invité par Dr Mathieu justement dans un échange, et là c'est un film. Ça Genre, c'est n'existe pas vraiment dans la un film. vraie vie, ça. On se dit, C'est- ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, cette personne-là, du coup, c'est Gauthier Vasseur, du coup, qui nous avait invités. Donc, c'est lui le directeur. Et lui, vraiment, ce qu'il faisait, c'est qu'il brisait les croyances limitantes une à une. Et vraiment, il nous montrait que là-bas, et pourtant, on était parti avec justement le groupe. Ça veut dire qu'il y avait, c'était des jeunes de Trappes, on était des jeunes, on était là avec, il y avait même des filles qui étaient là avec leur voile, etc. Et personne calculait. On était là juste, vous êtes là parce que vous êtes à votre place. Parce que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel C'est en eux France. qui ont la chance de vous rencontrer. Et c'est eux qui ont la chance de nous rencontrer. Et les gens, ils étaient vraiment... on parlait avec le consul du Brésil qui vient, qui nous donne une idée, un autre qui vient de Nissan. Enfin, c'est vraiment des personnalités exceptionnelles. Et qui viennent, ils nous parlent, ils nous prennent de cette valeur et on se dit, en fait, ouais, genre, ouais, c'est un autre monde. On ne vit pas dans le même monde qu'on a l'habitude de voir là en France, où des fois on se sent un petit peu bridé, mais en fait pas tant que ça, parce qu'en réalité même ensuite quand on revenait On en se bride nous-mêmes. c'est ça, on se bride nous-mêmes. C'est Et ça. parce que quand ensuite on est revenu en France, on s'est rendu compte que ces choses-là, on pouvait même les mettre en application ici. Il suffisait juste de se connecter et de se dire qu'en fait, ouais, faut brancher le cerveau et se dire, voilà, si on veut faire les choses, il faut les concrétiser. Pour, Il faut aller. pour brancher le cerveau à l'endroit, il faut le débrancher à un moment donné. C'est ça qui est dur. C'est ça. C'est sortir de ce conditionnement qu'on a de famille, école, télévision, Hollywood, enfin tous les j'appelle ça des somnifères. Ah, sérieux. Ah oui, c'est clair que ça te. Ouais.
Ça t'hypnotise, hein. Il disait le pain et les jeux. Là, il y a beaucoup de pain, beaucoup de jeux pour nous endormir. Et c'est pas plus mal parce que du coup, dès que tu t'en rends compte, on n'est pas nombreux. Et il y a plus de place. Donc, il y a toujours une manière positive de voir le truc encore. C'est sûr. Mais du coup, là, ouais, je pense que c'est pas un plafond de verre que t'as brisé, c'est toute la baraque. Ouais, Ça c'est va, impressionnant, bravo, ouais, franchement. c'est clair. Ah, Génial. là-bas, c'était Non, incroyable. mais c'est important la considération qu'on te donne. Mais le point de départ, c'est aussi quelle est la considération que tu te donnes. Tu C'est vois? ça. Et c'est vrai que souvent en France, on le voit, hein. On se dit, bon, bah nous, on est peut-être en bas de l'échelle, ou peut-être que, ouais, je sais pas faire ça. Alors qu'en réalité, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, mais on s'autorise pas. C'est ça, en fait, Ça. c'est juste on se leurre tout simplement et on se donne pas les moyens d'aller chercher notre réussite alors qu'elle est tout à fait légitime. C'est légitime d'aller chercher sa réussite, même si on commence à un certain niveau. Enfin, dans un jeu, on commence jamais au niveau max. Il Bah, faut c'est toujours clair. commencer par un début et ensuite on gravit petit à petit. Et il y a que toi qui te demande, enfin, qui te dit ça. Toutes ces croix. T'as 2 bras, 2 jambes, t'as un passeport qui te permet de voyager dans tous les pays du monde. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu fais partie des 1% des gens chanceux de ce monde. T'as Ouais. 0 excuse en fait. Zéro. Donc, prendre conscience, si on devait. Parce que c'est vrai que le temps passe et c'est des discussions passionnantes, mais un mot de la fin, ça serait donc de. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de prendre conscience qu'on est fort, en fait, de la force qu'on a, juste en étant nous-mêmes, et donc de prendre le recul nécessaire. Et quand on prend le recul nécessaire et qu'on avance et sans avoir peur de l'échec, il arrive ce qui est arrivé à Ayoub, par exemple, ce qui est arrivé à tous les entrepreneurs autour de la table. Est-ce que vous voulez partager un dernier élément, un dernier tips, un dernier conseil peut-être sur votre expérience? Moi, j'ai envie de dire de ne pas oublier qu'on est en France, qu'on a un système qui est quand même pas mal fait pour les jeunes entrepreneurs. On n'est pas si en galère que ça. Si toutefois ça fonctionne pas, on peut retourner au salariat. C'est pas pour autant simple, hein, ce que je dis, mais je veux dire, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans risque. Donc, il faut prendre ce risque. Il faut prendre ce risque. Et comme tu dis, on est en France, il y a pas le risque, il est assez minime, hein. Tu vas pas mourir si ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que Moi, Foulemata, tu aurais peut-être oui. quelque chose à partager ou une question à poser Oui, j'ai quelque chose à partager, notamment notre parcours. Tu l'as dit toi-même, connaître notre valeur. Et justement, c'est un moteur de réussite. Notamment, moi, par exemple, dans mon expérience, c'est ça. C'est le parcours de mes parents. Et c'est leur défi aussi qu'ils ont eu ici à réussir. Et tout simplement, même le matin, en allant en alternance à Scoléo, je me dis, je le fais pour mes parents aussi. Je le fais pour qu'ils soient fiers de moi, pour qu'ils disent que oui, j'ai fait tout ça, mais ma fille a fait ça aussi. Et c'est une fierté tout simplement. Et je conseillerais juste aux jeunes entrepreneurs, il n'y a pas d'âge, etc. Certes, il faut être mature, comme vous l'avez dit. Il faut s'entourer de personnes qui veulent entreprendre, qui ont le même mindset, comme vous l'avez dit. Et voilà, il ne faut pas se limiter à ses peurs, tout simplement. Super, encore une fois, c'est un très beau mot de la fin. On en a eu un sur l'épisode précédent aussi, donc c'est très encourageant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc Sharon, Foulemata, Ayoub, Idriss. Pas Idriss, du coup, Mehdi, Matouk, pardon. Idriss, c'est ton frère, mon frère. avec qui tu entreprends, excuse-moi. Pas de souci. Pour avoir partagé vos expériences qui inspireront nos auditeurs, j'en suis sûr. J'espère qu'on a pu donner, vous avez pu donner des tips, conseils pertinents. Merci à Scooleo encore une fois pour leur invitation dans ce podcast, donc la réussite que tu mérites. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Bye, Merci. 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 Salut.